As-tu déjà ressenti ce poids sur ton cœur, cette sensation d'être invisible, même quand tu donnes le meilleur de toi-même? As-tu déjà vu ta bonté piétinée, ta lumière étouffée par l'ombre de l'injustice, te demandant si un jour, l'univers entendrait enfin le cri silencieux de ton âme? Si tu as déjà tendu la main, même quand la tienne était presque vide, pour te heurter ensuite au mur glacial de l'indifférence ou de la méchanceté, alors cette histoire est pour toi. Prépare-toi à plonger dans un récit qui te semblera étrangement familier, l'histoire d'Amina, une femme qui pensait n'être qu'une simple serveuse, mais qui portait en elle un héritage oublié et une force capable de défier les géants. Nous allons t'emmener dans les coulisses d'un miracle ordinaire, là où un simple geste de compassion, un café offert à un vieil homme humilié, a déclenché une cascade d'événements si puissante qu'elle a révélé des trahisons ancestrales et restauré une justice que l'on croyait perdue à jamais. C'est un voyage au cœur de la résilience féminine, une exploration des secrets de la cura émotionnelle et la preuve éclatante qu'une transformation Pelador peut mener à un renascimento intérieur que tu n'oses peut-être même pas imaginer pour toi-même. Beaucoup d'entre vous qui nous écoutez chaque semaine ressentent cet appel, cette quête de sens et de guérison, mais vous hésitez encore à nous rejoindre, à faire partie de cette communauté d'âmes qui cherchent à transformer leurs cicatrices en lumière. Si ces mots résonnent en toi, si tu sens que cette histoire peut t'apporter une clé, alors n'attends plus. Abonne-toi maintenant à Cicatrices de l'âme et active cette petite cloche. Car ce que nous partageons ici, ce n'est pas seulement des histoires, c'est un chemin de guérison partagé. Et je te le dis, tu dois absolument rester avec nous jusqu'à la toute fin de ce récit. Car la manière dont le destin d'Amina s'est révélé, la leçon ultime qu'elle a tirée de son incroyable parcours, contient une vérité profonde. Une vérité qui pourrait bien éclairer ton propre chemin et changer la façon dont tu perçois ta propre force et ta propre valeur. Ce n'est pas une promesse en l'air, c'est une invitation à un véritable éveil spirituel. Vois-tu, mon âme sœur, ces lieux qui semblent respirer la routine, ces cafés où les jours se ressemblent comme des gouttes de pluie sur une vitre, le Perle Noir, ce petit établissement où Amina Diallo orchestrait sa danse quotidienne entre les tables, était l'un de ceux-là. Mais derrière le cliquetis des tasses et le murmure des conversations banales, flottait une tension, une sorte de voile grisâtre tissé par la présence d'Antoine, le gérant. Ah, Antoine. Il portait en lui cette énergie stridente des âmes insatisfaites, celles qui, ne trouvant pas leur propre lumière, s'acharnent à éteindre celle des autres. L'air, autour de lui, semblait se contracter, perdre sa chaleur. Chaque jour, pour Amina, c'était comme marcher sur une fine couche de glace, sentant la fragilité sous ses pas, redoutant la fissure. N'as-tu jamais ressenti cela, cette impression d'évoluer dans un espace où ta propre essence peine à respirer, où chaque geste te semble scruté par un œil critique, où la moindre étincelle de joie semble déranger? C'est une prison invisible, ma chère, une cage dorée ou non, où l'âme se sent à l'étroit, aspirant à un ailleurs, à un souffle plus ample. Amina, avec son cœur grand comme l'Afrique de ses ancêtres, sentait ce poids, cette dissonance entre le service qu'elle offrait, toujours teinté de sa chaleur naturelle, et l'atmosphère glaciale imposée par cet homme. Elle naviguait, oui, mais c'était une navigation en eau trouble, où chaque vague portait la menace d'un reproche, d'une remarque acerbe, d'un rappel brutal de sa position. C'était le quotidien, ce décor familier où allait bientôt se jouer une scène inattendue, un acte qui allait fissurer la glace et révéler les courants profonds qui sommeillaient sous la surface. Et puis, il est entré. Un vieil homme, frêle silhouette courbée par le poids des années, ou peut-être par celui de l'indifférence du monde. Ses vêtements, usés mais dignes, racontaient une histoire que personne ne prenait plus le temps de lire. Il s'avança, hésitant, comme s'il demandait pardon d'exister, cherchant un coin discret où poser sa solitude. C'est alors qu'Antoine, tel un prédateur flairant la proie facile, l'a intercepté. Ses mots, froids et tranchants comme des lames de rasoir, ont fusé. Ce n'est pas un refuge pour les sans-abri, ici. Commandez ou partez. L'humiliation, ma chère âme, tu la connais, n'est-ce pas?
cette brûlure qui monte aux joues, cette sensation que le sol se dérobe sous tes pieds, ce silence assourdissant qui suit le coup. Le vieil homme, Monsieur Dubois sans que personne ne le sache encore, a encaissé, son regard voilé d'une tristesse infinie. N'est-ce pas là le reflet d'une société qui a perdu sa boussole, qui juge sur l'apparence, qui piétine la vulnérabilité? Voir cette scène, c'était comme assister à une mise à mort symbolique, celle de la dignité humaine. Amina a tout vu, tout entendu. Son cœur s'est serré. Combien de fois avais-tu toi-même assisté, impuissante, à de telles scènes? Combien de fois avais-tu senti cette colère sourde monter en toi face à l'injustice, face à cette cruauté ordinaire qui se pare des habits de la normalité? Le vieil homme n'était plus un simple client. Il était le miroir de toutes les âmes oubliées, de tous les cœurs meurtris par le mépris. Et Antoine, dans son petit pouvoir dérisoire, incarnait cette ombre qui cherche à engloutir la lumière. Cette trahison non pas d'un individu, mais de l'humanité elle-même. À cet instant précis, une tempête s'est levée dans l'âme d'Amina. D'un côté, la peur. La peur de perdre ce travail précaire, ce fil ténu qui la reliait à une forme de sécurité. La peur d'affronter Antoine, sa colère, ses représailles. Cette peur, tu la connais bien, ma sœur. C'est celle qui te paralyse, qui te murmure à l'oreille de baisser la tête, de ne pas faire de vagues, de te fondre dans le décor. C'est la voix de la survie, mais est-ce la voix de la vie? De l'autre côté, une force irrépressible, un cri venu des profondeurs de son être, un non vibrant qui refusait d'accepter l'inacceptable. C'était la voix de sa conscience, la voix de ses ancêtres, la voix de cette force spirituelle de la femme brisée qui, même meurtrie, refuse de se soumettre à l'injustice. Ce n'était plus une question de logique, de calcul, c'était un appel à être fidèle à elle-même, à ses valeurs, à cette étincelle divine qu'elle reconnaissait en chaque être humain, même le plus démuni. Le dilemme était là, palpable, vibrant. Choisir la sécurité apparente de la soumission ou le risque lumineux de l'intégrité? N'est-ce pas le carrefour où nous nous trouvons toutes, à un moment ou à un autre? Ce moment où il faut décider si l'on veut vivre à genoux ou mourir debout, ou plutôt vivre debout, même si cela implique de traverser le feu. Amina sentait ce feu monter en elle, purificateur et terrifiant à la fois. C'était le début d'un éveil spirituel après la douleur de voir l'autre souffrir, qui réveillait sa propre puissance. Et elle a avancé. Chaque pas était une victoire sur la peur. Elle s'est approchée du comptoir, son regard croisant celui, glacial, d'Antoine. Mais il y avait une nouvelle lueur dans les yeux d'Amina, une détermination tranquille qui a surpris le gérant. Sans un mot superflu, avec la grâce d'une reine offrant son trésor, elle a sorti son propre porte-monnaie, cet écrin modeste qui contenait le fruit de son labeur acharné. Elle a posé l'argent sur le comptoir. « Un café pour monsieur, s'il vous plaît. C'est moi qui offre. » Ce geste, ma chère âme, était bien plus qu'un simple paiement. C'était une déclaration de dignité, de solidarité, d'humanité. C'était un pont jeté au-dessus du fossé creusé par le mépris. C'était un acte de résilience féminine, cette capacité à transformer la douleur et l'indignation en un geste de bonté créatrice. L'argent, si souvent source de division et de pouvoir, devenait ici un instrument de connexion, un symbole de partage. Dans ce café où tout semblait calculé, mesuré, Amina introduisait la gratuité, la générosité pure, celle qui ne demande rien en retour, si ce n'est la reconnaissance de l'autre comme un frère, une sœur. Ce café offert, c'était une goutte d'eau, oui, mais n'oublie jamais que les océans sont faits de gouttes d'eau. C'était un acte simple, presque invisible aux yeux du monde pressé, mais qui portait en lui la puissance d'un séisme, capable de faire trembler les fondations d'un ordre injuste. En posant cet argent, Amina savait ce qu'elle risquait. Ce n'était pas une fortune, mais pour elle, chaque centime comptait. Payer ce café signifiait peut-être se priver d'un repas, retarder le paiement d'une facture, sentir un peu plus fort le souffle glacial de la précarité. Elle vivait sur ce fil, comme tant d'autres âmes courageuses qui luttent chaque jour pour joindre les deux bouts. Le risque n'était pas seulement financier.
Il y avait Antoine, son regard furieux, la menace voilée d'un avertissement, voire d'un licenciement. Perdre ce travail, c'était perdre ce mince filet de sécurité, c'était affronter à nouveau l'incertitude, l'angoisse du lendemain. Combien de fois, ma sœur, as-tu dû peser tes actes, non pas à l'aune de ton cœur, mais à celle de tes peurs, de tes contraintes? Combien de fois as-tu dû ravaler tes mots, étouffer tes élans, pour préserver un semblant de stabilité? Amina connaissait ce poids. Mais ce jour-là, le poids de l'injustice lui semblait plus lourd encore que celui de la peur. Elle a fait un choix, un sacrifice silencieux. Elle a choisi de nourrir l'âme de cet homme, même si cela signifiait affamer un peu son propre corps ou sa propre sécurité. C'est dans ces actes de sacrifice, souvent invisibles, que se révèle la véritable grandeur. C'est là que l'on puise dans une force insoupçonnée, une force spirituelle qui nous rappelle que nous sommes bien plus que nos possessions ou notre statut social. C'était un pas vers la libération après l'humiliation, non pas la sienne, mais celle qu'elle refusait de laisser s'installer. En regardant le vieil homme, Monsieur Dubois, accepter timidement le café, un visage a surgi dans l'esprit d'Amina, celui de sa grand-mère. Ah, sa grand-mère, le pilier de sa vie, la source de sa sagesse, le cœur battant de ses racines. Elle revoyait ses mains ridées, experte à pétrir le pain comme à panser les blessures de l'âme. Elle entendait sa voix douce lui raconter les histoires du pays, ces récits empreints de mysticisme féminin, où les femmes étaient les gardiennes du feu sacré, de la mémoire et de la compassion. Sa grand-mère lui avait tout appris, la dignité dans la pauvreté, la générosité même dans le manque, le respect inconditionnel de chaque être vivant. « N'oublie jamais, ma petite Amina, » lui disait-elle, « que même le plus petit geste d'amour a le pouvoir de changer le monde. Quand tu donnes, ce n'est pas toi qui donnes, c'est l'univers qui donne à travers toi. » En cet instant, dans ce café anonyme, Amina sentait la présence de sa grand-mère à ses côtés. C'était comme si son geste avait été guidé par cette main ancestrale, comme si elle accomplissait un rituel sacré, transmis de génération en génération. Ce vieil homme, c'était un peu elle, sa grand-mère, ou n'importe quel aîné méritant le respect. N'est-ce pas merveilleux? Comment nos ancêtres vivent en nous, comment leur voix continue de nous guider, même après leur départ. Amina sentait cette connexion profonde, ce fil d'or qui la reliait à sa lignée de femmes fortes, de femmes qui, malgré les épreuves, n'avaient jamais perdu leur capacité d'aimer et de donner. C'était son héritage, sa véritable richesse. Au-delà du souvenir, une connexion plus profonde, presque palpable, s'est établie entre Amina et Monsieur Dubois. Leurs regards se sont croisés. Dans les yeux fatigués du vieil homme, elle n'a pas vu la misère ou la défaite. Elle a vu une âme ancienne, sage, peut-être éprouvée, mais vibrante. Et dans ce regard, elle a senti quelque chose qu'elle n'aurait su nommer. Une reconnaissance, une gratitude silencieuse, ou peut-être quelque chose de plus grand, comme si l'univers lui-même lui faisait un clin d'œil à travers ces yeux-là. C'était une rencontre d'âme à âme, un de ces moments fugaces mais intenses où les masques tombent, où l'on perçoit l'essence de l'autre au-delà des apparences. Amina a compris, à cet instant, que son geste n'était pas anodin. Il avait touché quelque chose de profond. Il avait réveillé une corde sensible. Non seulement chez cet homme, mais aussi en elle. Elle a ressenti une paix étrange, un alignement intérieur, comme si elle venait d'accomplir quelque chose de juste, de nécessaire. N'as-tu jamais vécu ces moments de grâce où un simple échange, un sourire, un geste te connecte à quelque chose de plus vaste, te donne le sentiment d'être exactement là où tu dois être, faisant exactement ce que tu dois faire? C'est le murmure de l'âme, ma chère, qui nous indique le chemin. C'est l'un des secrets de la cura émotionnelle. Reconnaître et honorer ces connexions subtiles qui nous rappellent notre humanité partagée et notre lien indéfectible avec le tout. Ce café offert devenait un symbole, le symbole d'une reconnaissance mutuelle, d'une lumière partagée dans l'obscurité. Pendant ce temps, Antoine fulminait. Son visage s'était empourpré, ses narines frémissaient.
L'acte d'Amina était pour lui une insulte, une remise en question directe de son autorité. Comment osait-elle? Comment cette simple serveuse pouvait-elle défier ses ordres, contredire son jugement? Sa réaction initiale fut un mélange de stupeur et de colère contenue. Il la foudroya du regard. Un regard qui promettait des représailles. N'est-ce pas typique de ceux qui basent leur pouvoir sur la peur? Toute manifestation de courage, de liberté, de compassion leur apparaît comme une menace intolérable. Ils ne comprennent pas le langage du cœur. Ils ne connaissent peu que celui de la domination. Amina sentit le poids de ce regard, mais elle ne flancha pas. La paix intérieure que lui avait procuré son geste était un bouclier plus solide que toutes les armures. Elle savait qu'elle devrait faire face aux conséquences, que la tempête n'était pas terminée, qu'elle ne faisait que commencer. Mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait plus faire marche arrière. Son acte avait créé une onde de choc. Les quelques clients présents avaient observé la scène, certains avec une gêne palpable, d'autres avec une admiration muette. L'ordre établi avait été bousculé. Une petite graine avait été plantée, une graine de désobéissance face à l'inhumanité, une graine de transformation pelade d'or, la douleur de l'injustice qui appelle à l'action. Amina se préparait intérieurement. Elle savait que la confrontation était inévitable, mais elle sentait aussi qu'elle n'était plus seule. La présence de sa grand-mère, la connexion avec le vieil homme, la justesse de son acte, tout cela lui donnait une force nouvelle. Une fois le vieil homme installé avec son café, un sourire timide mais lumineux, éclairant son visage, Amina est retournée à son poste. Un mélange étrange d'émotions l'habitait. La peur était toujours là, nichée au creux de son estomac, mais elle était désormais recouverte par une couche de fierté tranquille, de sérénité. Elle avait agi en accord avec son âme. Elle avait honoré ses valeurs. Elle s'était tenue debout. Ce sentiment, ma sœur, est l'un des plus précieux qui soit. C'est le début du Renascimento Interior. C'est le moment où l'on comprend que notre valeur ne dépend pas du regard des autres, ni de notre situation matérielle, mais de notre capacité à rester fidèle à notre lumière intérieure, même quand les vents contraires soufflent fort. Amina se sentait différente, plus forte, plus alignée. Comme si cet acte de bonté, en apparence si simple, avait réajusté quelque chose en elle, l'avait reconnectée à sa véritable essence. Elle avait bravé l'autorité, oui, mais surtout, elle avait bravé ses propres peurs. Et cette victoire-là, personne ne pourrait la lui enlever. Elle sentait que ce geste, impulsif mais profondément juste, n'était pas une fin en soi, mais le début de quelque chose. Une porte s'était ouverte, ou plutôt, elle l'avait poussée. Elle ne savait pas encore où ce chemin l'amènerait, mais elle sentait, avec une intuition quasi mystique, que c'était le bon. C'était le chemin de l'âme, le chemin de la vérité, le chemin où, parfois, le podé occulto d'Operdão, se pardonner ses propres peurs pour oser être soi, commence à se révéler. Ce simple café, ma chère âme, était une pierre jetée dans la mare stagnante de l'indifférence. Une petite pierre, certes, mais dont les ondes allaient s'étendre bien au-delà de ce qu'Amina pouvait imaginer. Elle ne le savait pas encore, mais ce geste de compassion pure venait de mettre en branle une mécanique céleste, un jeu de dominos karmiques qui allait bouleverser son existence et révéler des vérités longtemps enfouies. L'univers, vois-tu, a ses propres lois, ses propres chemins mystérieux. Il observe nos cœurs, il pèse nos intentions. Et quand un cœur pur pose un acte désintéressé, il répond, parfois de manière spectaculaire, parfois par des murmures subtils. Amina avait agi sans calcul, poussée par une impulsion du cœur, par cette force spirituelle qui sommeillait en elle. Elle avait défié un système, incarné par Antoine, mais elle avait surtout affirmé sa propre humanité. Elle avait choisi la lumière face à l'ombre. Elle avait planté une graine de résilience féminine et de libération. Ce qu'elle ignorait, c'est que le vieil homme qu'elle venait d'aider n'était pas seulement un démuni parmi d'autres. Il était un testeur d'âme, un messager du destin. Et ce café, payé avec le cœur, allait devenir le catalyseur d'une incroyable transformation. Un voyage qui l'amènerait bien plus loin qu'elle n'aurait osé le rêver. La journée n'était pas finie,
et les répercussions de son geste ne tarderaient pas à se manifester, apportant avec elles leur lot d'épreuves, mais aussi de révélations inattendues. Le premier pas était fait. La première note d'une nouvelle mélodie avait été jouée. Quelques jours s'écoulèrent, ma chère âme. Jours pendant lesquels Amina flottait dans un état de douce expectative, partagée entre la peur des représailles d'Antoine et l'excitation du mystère de l'enveloppe. Le perle noir avait retrouvé sa routine, mais sous la surface, l'énergie avait changé. Et puis, un matin, la porte s'ouvrit à nouveau, mais cette fois, ce n'était pas un homme frêle et hésitant qui entra. C'était une présence. Un homme d'un certain âge, certes, mais dont la posture droite, le costume impeccablement coupé et le regard vif dégageaient une aura de puissance tranquille, une assurance que seule une vie de succès peut conférer. Un silence se fit. Les conversations s'interrompirent. Même Antoine, d'ordinaire si prompt à juger, sembla figé sur place, la bouche entr'ouverte. Il y avait quelque chose de familier chez cet homme, mais en même temps, tout était différent. C'était comme voir un paysage connu sous une lumière nouvelle, une lumière qui en révélait toute la majesté cachée. Amina, affairée derrière le comptoir, leva les yeux et son cœur manqua un battement. Elle le reconnut. C'étaient les mêmes yeux, ceux qui avaient croisé les siens quelques jours plus tôt. Mais cette fois, ils ne portaient plus le voile de la tristesse, mais l'éclat de la certitude. C'était lui, Monsieur Dubois. Mais ce n'était plus le même homme. Ou plutôt, il était enfin lui-même. Ses pas le menèrent directement vers elle. Il ignora Antoine, dont le visage passait par toutes les nuances de la panique et de l'incompréhension. Il ignora les regards curieux des autres clients. Son attention était entièrement tournée vers Amina. En arrivant devant elle, un léger sourire éclaira son visage. « Mademoiselle Diallo », dit-il, sa voix calme et posée contrastant violemment avec les souvenirs qu'elle avait de lui. « Je tenais à vous remercier personnellement. » Amina était sans voix. Le contraste était saisissant, presque irréel. L'homme qui avait été traité comme un paria, chassé comme un indésirable, se tenait là, rayonnant d'une autorité naturelle. « C'est un moment que tu dois comprendre, ma sœur. Parfois, l'univers nous teste en nous présentant des trésors sous des apparences modestes. Il nous demande de voir au-delà du voile, de reconnaître la valeur cachée. Amina avait réussi ce test. Elle avait vu l'âme, pas l'habit. Et maintenant, l'âme se révélait à elle dans toute sa splendeur. Elle sentit ses joues s'empourprer. Non pas de honte cette fois, mais d'une émotion intense, un mélange de confusion et de validation profonde. Elle avait suivi son cœur, et son cœur l'avait menée à cet instant précis, à cette rencontre qui semblait orchestrée par le destin lui-même. « Je suis Edward Thornton », continua-t-il, comme si ce nom devait expliquer l'inexplicable. Et même si Amina ne le connaissait pas, elle sentit le poids de ce nom, l'énergie qu'il portait. Il était quelqu'un d'important, de puissant. Un milliardaire, elle l'apprendrait plus tard. Mais à cet instant, ce qui comptait, c'était la reconnaissance dans son regard. « Votre geste, dit-il, ce café que vous m'avez offert, valait bien plus que tout l'or du monde. Dans un monde où tant de gens détournent le regard, où la gentillesse est devenue si rare, vous avez fait preuve d'une intégrité, d'un courage qui m'ont profondément touché. » Il parlait calmement, mais chaque mot était chargé de sens. Il ne parlait pas seulement de gentillesse, mais d'intégrité, de courage. Il avait vu la résilience féminine d'Amina, sa capacité à rester fidèle à ses valeurs malgré la pression, malgré le risque. Il lui montrait qu'elle n'avait pas seulement aidé un vieil homme, elle avait affirmé une vérité essentielle sur la nature humaine. C'était une validation qui venait de bien plus haut que n'importe quel avertissement d'Antoine. C'était la reconnaissance de sa force spirituelle, de cette lumière intérieure qu'elle avait refusé de laisser éteindre. Puis, il ajouta une phrase qui fit vibrer l'air. « Les gens comme vous sont rares, mademoiselle Diallo. Et le monde a besoin de gens comme vous. J'ai peut-être une opportunité pour vous. Quelque chose qui serait à la mesure de votre cœur. » Une opportunité ? De quoi parlait-il ? Amina sentait son esprit vaciller.
Hier encore, elle craignait pour son emploi. Et aujourd'hui, cet homme puissant lui parlait d'avenir, d'opportunité. C'était le début tangible de son renascimento intérieur. Elle commençait à réaliser que sa vie pouvait être autre chose qu'une lutte quotidienne pour la survie. Elle sentait qu'un horizon nouveau s'ouvrait devant elle. Bien sûr, l'appréhension était là. Qu'attendait-il d'elle? Était-ce réel? Mais la sincérité dans le regard de M. Thornton, car c'était son vrai nom, balayait les doutes. Il voyait en elle un potentiel qu'elle-même commençait à peine à soupçonner. L'univers, à travers cet homme, lui tendait une main, l'invitait à franchir un seuil, à entrer dans une nouvelle dimension de son existence. C'était un appel à sa grandeur, un appel à croire en elle, à croire que sa bonté n'était pas une faiblesse, mais sa plus grande force. Voyant son étonnement, M. Thornton lui expliqua. Il lui raconta sa pratique, peu orthodoxe mais révélatrice. Se déguiser, se fondre dans la masse, pour tester la décence humaine. Il lui parla de sa désillusion face à un monde souvent régi par l'appât du gain, par l'égoïsme, par l'indifférence. Il lui confia sa quête, sa recherche d'âmes pures, de cœurs authentiques, de ces lumières qui brillent discrètement dans l'ombre. « Je voulais voir, dit-il, si la compassion existait encore, si quelqu'un était capable de voir l'homme derrière le masque de la pauvreté. Il avait été humilié, rejeté, ignoré ce jour-là. Mais il avait aussi trouvé Amina. Elle était la perle qu'il cherchait, la preuve que tout n'était pas perdu. » En écoutant son histoire, Amina comprenait la profondeur de ce qui s'était joué. Ce n'était pas seulement un café, c'était un test d'humanité. Et elle l'avait réussi, non pas par calcul, mais par pure impulsion du cœur. C'était la confirmation de son éveil spirituel après la douleur. Elle avait appris à voir au-delà des apparences. Et l'univers lui montrait maintenant la vérité cachée derrière les siennes. Cette révélation était un choc, mais un choc libérateur. Elle comprenait maintenant la nervosité d'Antoine. Il n'avait pas seulement maltraité un vieil homme, il avait insulté, sans le savoir, l'un des hommes les plus puissants du pays. Son mépris, sa cruauté, s'étaient retournés contre lui de la manière la plus spectaculaire. Amina vit Antoine, livide, tremblant, réalisant l'ampleur de sa méprise. C'était une forme de justice immanente, une illustration parfaite de la manière dont nos actes nous reviennent toujours. Pour Amina, voir Antoine ainsi diminué n'était pas une source de joie mauvaise, mais une confirmation que la vérité finit toujours par émerger. C'était une forme de libération après l'humiliation, non seulement pour M. Thornton, mais aussi pour elle, car l'arrogance d'Antoine l'avait si souvent blessée. Elle voyait comment la transformation Pelador pouvait aussi s'appliquer à ceux qui infligent la douleur, les forçant à affronter leurs propres ombres. Le petit tyran du café était soudain réduit à sa juste mesure. Un homme petit, effrayé, aveuglé par son propre ego. M. Thornton, lui, ne semblait pas animé par un désir de vengeance. Son regard sur Antoine était empreint d'une sorte de pitié lasse. Son intérêt était ailleurs. Il était tourné vers Amina. Il lui expliqua qu'il cherchait à investir dans des projets porteurs de sens, des projets qui redonnaient sa place à l'humain, à la dignité. Et il voyait en elle une partenaire potentielle, une leader, une âme capable de porter de tels projets. Il ne parlait pas seulement d'argent, il parlait de confiance, de vision, de collaboration. Il voyait sa force spirituelle de la femme brisée, cette capacité unique qu'ont celles qui ont souffert à comprendre la souffrance des autres et à vouloir la soulager. Il lui offrait une chance inouïe, celle de transformer sa compassion en action concrète, de passer du geste individuel à un impact collectif. C'était vertigineux, c'était terrifiant, mais c'était aussi profondément excitant. C'était l'appel du destin, l'invitation à déployer ses ailes. Amina écoutait, le cœur battant à tout rompre. Elle sentait les murs de sa vie antérieure s'effondrer pour laisser place à un paysage nouveau, immense, plein de promesses. Elle comprenait que son geste de bonté avait été une clé qui ouvrait une porte qu'elle n'avait même pas su qu'elle existait. C'était la magie de la vie, ce mysticisme féminin qui lui avait toujours fait sentir qu'il y avait plus que ce que l'on voyait.
Elle sentait qu'elle était à l'aube d'une aventure extraordinaire, une aventure qui exigerait d'elle encore plus de courage, de résilience, mais qui promettait aussi une guérison profonde, une révélation de soi. Elle ne savait pas encore que cette opportunité était intimement liée à son propre passé, à l'histoire de sa famille, à ce café même où elle travaillait. Elle ne savait pas que M. Thornton était sur le point de lui révéler des secrets qui allaient non seulement changer sa vie, mais aussi réécrire l'histoire. Le milliardaire sentit son trouble, mais aussi sa force intérieure. Il lui donna sa carte, l'invitant à le contacter une fois qu'elle aurait digéré la nouvelle. « Prenez votre temps », dit-il avec douceur, « mais sachez que je crois en vous. Je crois que vous avez un rôle important à jouer. » En prononçant ces mots, il lui offrait le plus beau des cadeaux, la foi en son potentiel. Pour une femme qui avait si souvent douté d'elle-même, qui avait été si souvent rabaissée, ces mots étaient une pluie bienfaisante sur une terre assoiffée. C'était le début d'une cura émotionnelle profonde, une guérison qui passait par la reconnaissance de sa propre valeur. M. Thornton avait vu sa lumière, et il l'invitait à la laisser briller aux yeux du monde. Il lui montrait que le poder occulto do perdão, pardonner au monde ses injustices en continuant à croire en la bonté, était une source de pouvoir immense. Amina resta longtemps silencieuse après son départ, la carte vibrant dans sa main comme un talisman magique. Le café semblait différent. Les clients semblaient différents. Elle-même se sentait différente. Antoine était anéanti, incapable de croiser son regard. Le monde avait basculé. Elle sentait qu'elle venait de vivre un moment charnière, un de ces points de bascule où le destin prend une nouvelle direction. Elle ne savait pas encore que le prochain chapitre de son histoire allait la plonger dans les profondeurs de son passé familial, qu'elle allait devoir affronter des trahisons anciennes et des injustices profondes. Mais elle sentait, avec une certitude nouvelle, qu'elle n'était plus seule. Elle avait un allié puissant, mais surtout, elle avait trouvé en elle-même une force qu'elle ne soupçonnait pas. Le chemin de la transformation était ouvert, et elle était prête à le parcourir, un pas après l'autre, guidée par son cœur et par les murmures de l'univers. La rencontre suivante avec M. Thornton eut lieu non pas dans un café, mais dans la sobriété luxueuse de ses bureaux, un lieu qui semblait suspendu au-dessus de l'agitation de la ville. L'atmosphère était empreinte de gravité, mais aussi d'une chaleur bienveillante. M. Thornton n'était plus seulement le milliardaire excentrique. Il était devenu une figure presque paternelle, un guide inattendu sur le chemin sinueux qu'Amina commençait à peine à défricher. Après quelques mots d'accueil, il posa devant elle une chemise en cuir vieilli, débordante de documents jaunis par le temps. « Amina, » dit-il avec une douceur qui contrastait avec l'importance de l'instant, « ce que je vais vous montrer va peut-être vous bouleverser. Mais je crois qu'il est temps pour vous de connaître la vérité. Votre vérité. » Amina sentit son cœur s'accélérer. Quelle vérité? Quel lien pouvait-il y avoir entre ce puissant magnate et elle, la simple serveuse? Elle posa ses mains sur la chemise, sentant sous ses doigts le poids de l'histoire, l'écho des vies passées. Elle ne savait pas encore qu'elle s'apprêtait à ouvrir une boîte de Pandore, une boîte contenant les secrets de sa lignée, des secrets mêlés de joie, de fierté, mais aussi de douleur et de trahison. C'était une nouvelle étape de son éveil spirituel, une plongée dans les racines mêmes de son être. Avec une précaution presque religieuse, elle ouvrit la chemise. L'odeur du vieux papier, ce parfum doux et amer du temps révolu, emplit ses narines. Ses yeux parcoururent les lignes calligraphiées, les signatures apposées, les tampons officiels. Des noms lui sautèrent aux yeux. Le nom de sa famille, Diallo. Et puis, celui de son arrière-grand-père, Amadou Diallo, un nom qu'elle n'avait entendu que dans les récits fragmentaires de sa grand-mère. Et à côté de ce nom, une adresse, celle du Perle Noir. Non, à l'époque, il portait un autre nom, l'Étoile d'Amadou. Le choc fut si violent qu'elle dut se retenir à la table. Des actes de propriété, des registres de commerce, des photographies sépia, tout était là. L'Étoile d'Amadou, ce café où elle travaillait, où elle avait été humiliée, où elle avait posé son acte de bonté, avait appartenu à sa famille. C'était leur terre,
leurs rêves, leurs créations. N'est-ce pas vertigineux, ma chère âme, de découvrir que le lieu même de ton épreuve est aussi le lieu de ton héritage? C'est comme si l'univers tressait des fils invisibles, nous ramenant toujours à nos origines, à ce qui nous constitue au plus profond. Amina sentit les larmes monter, des larmes de reconnaissance, de fierté, mais aussi d'une tristesse poignante. Les documents racontaient une histoire. L'histoire d'Amadou Diallo, un homme visionnaire, un pilier de sa communauté, qui avait bâti l'étoile d'Amadou à la sueur de son front en faisant un lieu de rencontre, de chaleur et de culture. C'était un phare dans les années 30, un symbole de réussite et de résilience pour la communauté noire. Les photos montraient un lieu vibrant, rempli de sourires, de musique, de vie. Amina sentait la force de cet homme couler dans ses veines, cette force spirituelle qui avait su créer de la beauté au milieu des difficultés. Mais l'histoire prenait ensuite une tournure sombre. Amadou tomba gravement malade. Sa vulnérabilité devint une opportunité pour d'autres. Et c'est là qu'un autre nom apparut, celui de la famille Lefebvre, les propriétaires actuels du café, la famille d'Antoine. Les documents, méticuleusement rassemblés par les équipes de M. Thornton, révélaient une toile complexe de manipulation, de documents falsifiés, de pression exercée sur un homme affaibli. C'était une spoliation en règle, une trahison abjecte, masquée sous les apparences de la légalité. Le rêve d'Amadou avait été volé, son héritage détourné. La lecture de ces documents fut une transformation péladore pour Amina. Chaque mot était une blessure, mais aussi une révélation. La colère montait en elle, une colère saine, juste, face à cette injustice criante. Mais il y avait aussi une tristesse infinie pour cet aïeul qu'elle n'avait pas connu, pour ce rêve brisé, pour cette histoire volée. Et puis, étrangement, une forme de compréhension émergea. L'atmosphère lourde du perle noir, l'arrogance d'Antoine, ce sentiment diffus qu'elle n'était pas à sa place. Tout prenait sens. Elle n'était pas seulement une employée, elle était l'héritière dépossédée, travaillant, sans le savoir, sur les ruines du rêve de sa famille. N'est-ce pas là une ironie cruelle du destin? Mais c'était aussi une clé pour comprendre sa propre histoire, ses propres luttes. Elle comprenait que la libération après l'humiliation ne pouvait être complète sans cette confrontation avec le passé, sans cette reconnaissance de l'injustice subie, non seulement par elle, mais par sa lignée. Elle n'était plus seule avec sa douleur. Elle portait en elle la douleur et la force de ses ancêtres. M. Thornton la regardait avec une profonde compassion. Il lui expliqua comment, intrigué par son geste et par l'attitude d'Antoine, il avait fait des recherches. Ses équipes d'avocats et d'historiens avaient remonté le fil du temps, déterrant ces preuves irréfutables. La justice, dit-il, est parfois lente, Amina, mais elle finit toujours par trouver son chemin, surtout quand des âmes courageuses décident de la réclamer. Il lui offrait bien plus qu'une révélation, il lui offrait les moyens de se battre. Il mettait à sa disposition ses ressources, son expertise, son soutien indéfectible. Il n'était pas seulement un bienfaiteur, il était un allié, un mentor dans cette quête de réhabilitation. Il lui montrait que le poder occulto d'Operdan ne signifiait pas oublier l'injustice, mais trouver la force de la combattre sans se laisser consumer par la haine. Il l'aidait à canaliser sa colère en une énergie constructive, une énergie de réclamation, de restauration. Il lui donnait les outils pour transformer son héritage de douleur en un héritage de justice. La décision appartenait à Amina. Elle pouvait choisir de tourner la page, d'accepter l'inacceptable, de continuer sa vie avec cette vérité douloureuse, mais stérile. Ou elle pouvait choisir de se battre pour Amadou, pour sa grand-mère, pour elle-même, de se battre pour que la lumière soit faite, pour que l'héritage volé soit restitué. Ce n'était pas un chemin facile. Elle devrait affronter la puissante famille Lefebvre, faire face au déni, peut-être même à la haine. Cela exigerait d'elle une résilience féminine hors du commun, une foi inébranlable en sa cause. Mais en regardant les documents, en sentant la présence de ses ancêtres autour d'elle, Amina sut qu'elle n'avait pas le choix. Ou plutôt, son âme avait déjà choisi. C'était sa mission, son destin. C'était l'aboutissement de son éveil spirituel.
Elle n'était plus la serveuse timide. Elle était Amina Diallo, l'héritière d'Amadou, la gardienne de sa mémoire. Elle accepta le combat, non avec rage, mais avec une détermination calme et profonde. Avec l'aide des experts de M. Thornton, Amina commença à préparer sa bataille. Ce fut une plongée fascinante et douloureuse dans son histoire familiale. Elle découvrit des lettres, des témoignages, des fragments de vie qui lui permirent de reconstituer le puzzle. Elle apprit à connaître cet arrière-grand-père, sa force, sa joie de vivre, mais aussi sa souffrance face à la maladie et à la trahison. Elle découvrit la force de son arrière-grand-mère, qui avait lutté, en vain, pour préserver leurs biens. Chaque découverte était une étape de sa propre cura émotionnelle. En se reconnectant à ses racines, en honorant la mémoire de ceux qui l'avaient précédée, elle se guérissait elle-même. Elle comprenait que sa force venait de loin, qu'elle était l'héritière non seulement d'une injustice, mais aussi d'un courage et d'une dignité immense. Le mysticisme féminin prenait ici tout son sens. Elle sentait le soutien invisible de sa lignée, une chaîne de femmes fortes qui lui transmettèrent leur énergie. La stratégie se mit en place. Il ne s'agissait pas seulement d'une bataille juridique, mais d'une bataille pour la vérité, pour la reconnaissance publique. Il fallait exposer l'injustice, non seulement celle subie par sa famille, mais aussi les pratiques systémiques qui avaient permis une telle spoliation. M. Thornton, avec son expérience des affaires et des médias, était un guide précieux. Il lui apprit à canaliser son émotion, à construire un argumentaire solide, à anticiper les réactions de ses adversaires. Amina grandissait à vue d'œil. La jeune femme qui craignait son gérant se transformait en une leader déterminée, prête à affronter une dynastie. C'était une transformation spectaculaire, alimentée par la justesse de sa cause et la force spirituelle qui l'habitait. Elle apprenait à utiliser sa voix, non plus seulement pour servir le café, mais pour réclamer justice. Elle savait que la confrontation serait difficile. La famille Lefebvre ne se laisserait pas faire. Ils utiliseraient leur pouvoir, leur argent, leur influence pour tenter de la discréditer, de la réduire au silence. Ils essaieraient peut-être de la dépeindre comme une profiteuse, une menteuse. La trahison pourrait prendre de nouveaux visages. Mais Amina n'avait plus peur. Ou plutôt, sa peur était transcendée par sa détermination. Elle avait traversé la nuit obscure de l'âme. Elle avait affronté ses propres démons. Et elle en était sortie plus forte. Elle portait en elle la lumière de la vérité. Et elle savait que cette lumière était invincible. Elle était prête à affronter les Lefebvre, non pas sur le terrain de la haine, mais sur celui de la justice et de la dignité. Elle était prête à révéler leur trahison au grand jour. Le plan était audacieux. Une confrontation publique, au cœur même du Perle Noir, le lieu du crime et de l'héritage. Inviter la presse, les membres influents de la communauté, et bien sûr, la famille Lefebvre, pour une annonce qui allait faire l'effet d'une bombe. C'était risqué, mais c'était la seule manière de s'assurer que la vérité ne serait pas étouffée dans les méandres d'une procédure judiciaire interminable. Amina sentait le trac monter, mais aussi une excitation intense. C'était le moment de vérité, le moment où le passé allait ressurgir pour éclairer le présent. Elle sentait qu'elle n'agissait pas seule, qu'elle était le porte-voix de tous ceux qui avaient été spoliés, de tous ceux qui avaient souffert de l'injustice. Son renascimento intérieur était sur le point de se manifester au grand jour, et elle était prête à embrasser pleinement son nouveau rôle, celui de gardienne de la mémoire et de combattante pour la justice. La scène était prête pour le prochain acte, celui de la confrontation. Le jour J arriva, ma chère âme, baignée d'une lumière crue qui semblait vouloir percer tous les secrets. Le Perle Noir n'avait jamais connu une telle effervescence. Il n'était plus un simple café, mais une arène, un théâtre où allait se jouer un drame dont les racines plongeaient loin dans le passé. Les tables étaient occupées par une foule hétéroclite, des journalistes aux aguets, des membres influents de la communauté alertés par M. Thornton, des clients fidèles intrigués, et même des représentants du siège social de la chaîne à laquelle le café était affilié, attirés par la promesse d'une annonce importante. L'air vibrait d'une tension palpable, un mélange d'attente fébrile et d'appréhension. Au milieu de ce tourbillon, Amina se tenait, non plus en tablier de serveuse, mais vêtue d'une robe simple mais élégante, qui soulignait sa nouvelle stature.
Elle était calme, d'un calme profond, celui des âmes qui ont trouvé leur centre et qui savent que leur cause est juste. Elle sentait la force spirituelle de ses ancêtres l'envelopper, lui donner le courage d'affronter ce qui allait venir. Elle n'était plus seule. Elle était le porte-étendard d'une histoire qui réclamait justice. Puis, ils sont arrivés. La famille Lefebvre, menée par Richard, le patriarche, un homme dont l'arrogance n'avait d'égal que la fortune bâtie sur des fondations troubles, suivi de près par Antoine, son fils, le visage blême, rongé par une anxiété qu'il peinait à dissimuler. Ils entrèrent avec l'assurance de ceux qui se croient intouchables, s'attendant peut-être à une cérémonie en leur honneur ou à une simple annonce commerciale. Leur surprise fut visible lorsqu'ils découvrirent la foule, les caméras, l'atmosphère électrique. Un malaise commença à poindre sur leurs visages. Ils cherchèrent Amina du regard, sans doute pour lui jeter un regard méprisant, mais ils la trouvèrent, non pas courbée derrière le comptoir, mais debout, au centre de l'attention, le regard droit, déterminé. N'est-ce pas là un retournement de situation comme seule la vie sait en orchestrer ? Ceux qui avaient cru la dominer se retrouvaient soudain dans une position d'infériorité, pris au piège d'une scène qu'ils ne contrôlaient pas. Leur malaise était le premier signe que le vent avait tourné, que l'heure de rendre des comptes avait sonné. La trahison, longtemps cachée, commençait à fissurer leur façade respectable. Un silence respectueux s'installa lorsqu'Amina prit la parole. Un micro avait été installé. Sa voix, d'abord douce, gagna en assurance à chaque mot. Elle ne tremblait pas. Elle parlait avec la clarté de ceux qui connaissent leur vérité. « Bonjour à tous », commença-t-elle. « Je vous ai réunis aujourd'hui, non pas en tant que serveuse de ce café, mais en tant qu'Amina Diallo, petite fille et arrière-petite-fille de ceux qui ont bâti ce lieu de leurs mains et de leur cœur. » L'étonnement parcourut l'assemblée. Les Lefebvre se crispèrent. Amina ne laissa pas le temps à la surprise de s'installer. Elle commença son récit, sa voix portant l'écho de la douleur passée, mais aussi la force du présent. Elle ne criait pas, elle n'accusait pas de front. Elle exposait. Elle racontait l'histoire d'Amadou, son rêve, sa maladie. Elle parlait avec une émotion contenue mais puissante, faisant revivre ce passé oublié. Chaque mot était une pièce du puzzle, une pièce qui venait s'assembler sous les yeux de l'auditoire médusé. Elle incarnait la résilience féminine, cette capacité à transformer la souffrance en témoignage, la douleur en force de conviction. Puis vinrent l'épreuve. Les documents, projetés sur un écran pour que tous puissent les voir. Les actes de propriété originels, les signatures, et puis les faux, les manœuvres frauduleuses, les preuves irréfutables de la spoliation. Amina expliquait, calmement, point par point, comment l'étoile d'Amadou était devenue le perle noir, comment l'héritage des Diallo avait été englouti par l'avidité des Lefebvre. Les murmures dans la salle se transformèrent en exclamations d'indignation. Les flashs des appareils photo crépitaient, les journalistes prenaient des notes frénétiquement. C'était bien plus qu'une histoire de famille. C'était la mise en lumière d'un système, d'une époque où l'injustice raciale et la cupidité pouvaient s'exercer en toute impunité. Amina ne se contentait pas de réclamer son bien, elle mettait en lumière une trahison systémique, une blessure collective qui n'avait jamais été pensée. Son éveil spirituel se traduisait en action politique, en une demande de reconnaissance et de réparation. Le moment culminant fut lorsqu'Amina se tourna vers Richard Lefebvre. Leurs regards se croisèrent. Il n'y avait plus de peur dans les yeux d'Amina, seulement une détermination glaciale. « Monsieur Lefebvre », dit-elle, sa voix résonnant dans le silence tendu. « Pendant des décennies, votre famille a prospéré sur un mensonge, sur une injustice. Vous avez bâti votre fortune sur les ruines du rêve de mon arrière-grand-père. Vous avez profité de sa faiblesse. Vous avez bafoué sa mémoire. Ce café n'est pas seulement un commerce, c'est le symbole d'une histoire volée, le symbole d'une discrimination qui a brisé des vies. » Elle ne criait pas. Sa force résidait dans la vérité brute de ses paroles. C'était sa libération après l'humiliation. Elle n'était plus la victime silencieuse. Elle était la voix de ceux qui avaient été réduits au silence.
elle reprenait son pouvoir, non pas en écrasant l'autre, mais en exposant la vérité à la lumière du jour. La réaction des Lefebvre fut pathétique. Richard tenta de nier, de balbutier des excuses, de parler d'erreurs passées, d'ignorance. Antoine, lui, était incapable d'articuler un son, le visage décomposé par la honte et la peur. Mais leur dénégation sonnait faux face à la montagne de preuves présentées. Les médias se jetèrent sur eux, les assaillant de questions. Leur arrogance s'était effondrée comme un château de cartes. La honte, cette émotion qu'ils avaient si souvent infligée aux autres, leur revenait en plein visage. C'était la manifestation visible de la transformation Pellador. La douleur qu'ils avaient causée se transformait en leur propre chute. L'opinion publique, représentée par les clients et la communauté, ne les soutenait plus. Ils étaient seuls, exposés, leur réputation détruite en quelques minutes. Leur pouvoir, basé sur l'argent et le mensonge, se révélait fragile face à la puissance de la vérité. Face à ce scandale public, les représentants du siège social furent contraints de réagir. Ils prirent la parole, leur visage exprimant une profonde consternation, réelle ou feinte, peu importait. Ils annoncèrent l'ouverture immédiate d'une enquête interne sur les pratiques de la famille Lefebvre et sur l'historique de l'acquisition du café. Ils parlèrent de tolérance zéro face à la discrimination et aux pratiques contraires à l'éthique. Ils promirent des actions réparatrices, des mesures concrètes pour corriger cette injustice historique. C'était une première victoire, une brèche dans le mur du silence et de la complicité. Amina savait que ce n'était qu'un début, que la bataille juridique serait longue, mais elle avait réussi à rendre l'affaire publique, à forcer le système à se regarder en face. Elle avait montré que même une femme seule, armée de sa résilience et de sa vérité, pouvait ébranler les puissants. Amina reprit la parole pour conclure, mais son ton avait changé. Il n'était plus seulement question de dénoncer, mais de reconstruire. « Nous ne demandons pas seulement la restitution de ce qui nous a été volé, » dit-elle. « Nous demandons la reconnaissance de notre histoire. Nous voulons transformer ce lieu de trahison en un lieu de cura émotionnel, de renascimento intérieur. Nous voulons en faire un symbole d'espoir, la preuve qu'il est possible de surmonter l'injustice et de bâtir un avenir meilleur. » Elle parla de son projet de fondation, de son désir d'aider d'autres communautés marginalisées. Sa vision dépassait sa propre histoire. Elle embrassait une cause plus large. Elle incarnait cette force spirituelle de la femme brisée qui, loin de se replier sur sa douleur, la transforme en un moteur de changement pour tous. Son discours était empreint d'une sagesse nouvelle, d'un mysticisme féminin qui voit au-delà des conflits pour chercher la guérison et l'harmonie. La confrontation s'acheva dans un tumulte médiatique. Les Lefebvre s'échappèrent sous les huées et les questions insistantes, leur empire commençant déjà à vaciller. Amina, elle, fut entourée. Des mains se tendaient envers elle, des mots de soutien, des larmes d'émotion. Monsieur Thornton, à ses côtés, la regardait avec une immense fierté. Elle avait été à la hauteur. Elle avait affronté les lions dans leur propre fosse et en était sortie victorieuse. Elle sentait une fatigue immense, mais aussi une joie profonde, une paix nouvelle. Elle avait honoré ses ancêtres, elle avait réclamé sa dignité. Elle avait prouvé que le poder occulto do perdão, se pardonner d'avoir été une victime pour devenir une combattante, était réel. La bataille n'était pas finie, mais une étape cruciale avait été franchie. Le Perle Noir ne serait plus jamais le même. Il était redevenu l'étoile d'Amadou, non pas encore physiquement, mais symboliquement. La vérité avait été dite. La lumière avait jailli. Amina savait que le chemin vers la restitution complète serait encore long, qu'elle devrait faire preuve d'encore plus de résilience. Mais elle avait semé des graines de justice, de conscience, d'espoir. Elle avait montré au monde que même le plus petit geste de bonté, comme offrir un café, pouvait déclencher une avalanche, une transformation capable de renverser des montagnes d'injustice. La serveuse effacée avait laissé place à une icône naissante, une femme prête à embrasser son destin et à mener le combat pour la restauration de son héritage et la guérison de sa communauté. La confrontation publique ne fut que le début du tremblement de terre, ma chère âme. La vérité, une fois libérée, ne pouvait plus être contenue.
Les jours et les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'actions en justice, de négociations tendues et de révélations médiatiques. La famille Lefebvre, acculée, tenta par tous les moyens de limiter les dégâts, usant de leur influence restante, mais la vague de l'opinion publique et la solidité des preuves étaient trop fortes. Amina, soutenue par l'arsenal juridique et la sagesse de M. Thornton, navigua dans ces eaux tumultueuses avec une grâce et une détermination qui forçaient l'admiration. Elle n'était plus animée par la colère, mais par une quête profonde de justice, une volonté de restaurer ce qui avait été brisé. Ce fut une période éprouvante, une véritable mise à l'épreuve de sa résilience féminine, mais chaque obstacle surmonté renforçait sa conviction. Elle apprenait à se battre, non comme ses adversaires avec les armes de la ruse et de la méchanceté, mais avec celles de la vérité et de la dignité. Elle découvrait que la force spirituelle n'est pas une abstraction, mais une puissance concrète capable de déplacer des montagnes d'injustice. Et enfin, le jour arriva, le jour où les tribunaux rendirent leur verdict, où la justice humaine, pour une fois, sembla s'aligner sur la justice divine. Les documents frauduleux furent annulés, la spoliation reconnue, et la propriété du café fut officiellement restituée à sa seule et unique héritière légitime, Amina Diallo. Ce moment, ma sœur, fut d'une intensité indescriptible. En tenant entre ses mains le nouveau titre de propriété, Amina sentit le poids de générations s'alléger sur ses épaules. C'était bien plus qu'un bâtiment. C'était un nom, une histoire, une dignité retrouvée. Les larmes coulèrent à nouveau. Mais cette fois, c'étaient des larmes de libération après l'humiliation. Des larmes de cura émotionnel. Des larmes qui lavaient des décennies de douleur et d'injustice. Elle sentit la présence d'Amadou, de sa grand-mère, de toutes les âmes de sa lignée, souriant à travers le voile. C'était leur victoire autant que la sienne. C'était la preuve que l'amour et la persévérance pouvaient triompher de la trahison la plus profonde. Le cycle de la douleur était enfin brisé, laissant place à la promesse d'un renascimento intérieur. La restitution juridique ne fut que la première étape. Amina voulut que le café renaisse, non seulement en nom, but aussi en esprit. Elle ferma temporairement le Perle Noir pour entreprendre une transformation profonde. Ce ne fut pas une simple rénovation, mais une résurrection. Elle voulait que chaque mur, chaque table, chaque tasse respire l'âme d'Amadou, mais aussi sa propre vision. Elle s'impliqua corps et âme, choisissant les couleurs, les matériaux, créant une atmosphère chaleureuse, accueillante, vibrante. Le lieu fut rebaptisé l'Étoile d'Amadou, son nom originel, comme un hommage, comme une promesse. Les travaux étaient une forme de thérapie, une manière de s'approprier physiquement cet héritage, de penser les blessures du lieu en même temps que les siennes. C'était la manifestation concrète de son éveil spirituel, la création d'un espace où la beauté, la bonté et la justice pourraient s'épanouir. Elle insufflait son mysticisme féminin dans chaque détail, faisant de ce café bien plus qu'un commerce, un sanctuaire. L'ouverture de l'Étoile d'Amadou fut un événement mémorable. Le café, transfiguré, rayonnait d'une nouvelle lumière. Amina, en tant que propriétaire et gérante, accueillait chaque client avec ce sourire chaleureux qui était sa marque de fabrique. Mais elle n'était plus la même. Elle portait en elle une assurance nouvelle, une autorité naturelle qui n'avait rien à voir avec celle, tyrannique, d'Antoine. Elle dirigeait avec compassion, avec respect, créant une équipe soudée, une véritable famille. Gérer une entreprise n'était pas facile. Elle rencontrait des défis quotidiens, mais sa résilience féminine était devenue son alliée la plus précieuse. Elle apprenait, elle grandissait, elle prouvait qu'il était possible de réussir en affaires sans renoncer à ses valeurs. L'Étoile d'Amadou devint rapidement un lieu prisé, non seulement pour son excellent café, mais pour son âme, pour l'énergie positive qui s'en dégageait. C'était la preuve vivante que la transformation Pelador pouvait aboutir à une réussite éclatante. Mais Amina ne voulait pas s'arrêter là. Elle n'oubliait pas d'où elle venait, elle n'oubliait pas les difficultés qu'elle avait rencontrées. Portée par un désir profond de rendre au suivant, et avec le soutien financier généreux de M. Thornton, elle créa la Fondation Étoile d'Amadou. Sa mission,
Offrir des formations aux métiers de l'hôtellerie et de la restauration aux jeunes issus de communautés marginalisées, à ceux qui, comme elle, avaient dû se battre pour trouver leur place. C'était sa manière de transformer son histoire personnelle en une source d'espoir pour les autres. Elle voulait offrir des opportunités, transmettre les secrets de la cura émotionnelle à travers l'acquisition de compétences et la reprise de confiance en soi. La fondation était le prolongement naturel de son geste initial envers Monsieur Dubois. Un acte de bonté élargi, structuré, visant à créer un impact durable. C'était la manifestation de sa force spirituelle, qui ne cherchait plus seulement à survivre, mais à élever les autres. La fondation connut un succès immédiat. Des jeunes gens, souvent marqués par la vie, trouvaient là bien plus qu'une formation technique. Ils trouvaient un soutien, une écoute, une communauté. Ils apprenaient à croire en eux, à développer leur potentiel. Les histoires de réussite se multipliaient, des jeunes trouvant des emplois stables, certains rêvant même d'ouvrir leur propre établissement. Amina suivait chaque parcours avec une émotion de mère poule. Elle voyait dans chaque jeune une étincelle de son propre parcours, une preuve que la transformation est possible pour tous, pourvu qu'on leur tende la main. La fondation devenait un modèle, une réponse concrète aux inégalités systémiques, un lieu où le mysticisme féminin, entendu comme une approche intuitive et bienveillante de l'autre, guidait chaque action. Elle créait un cercle vertueux, où ceux qui avaient été aidés aidaient à leur tour, propageant l'onde de bonté initiée par un simple café. Pendant qu'Amina construisait son avenir et celui des autres, l'empire des Lefebvre s'effondrait. Le scandale public, suivi par des enquêtes approfondies et des procès, eut des conséquences dévastatrices. Richard Lefebvre vit sa réputation anéantie, ses entreprises perdre la confiance de leurs clients et partenaires, ses finances périclitées. Il fut condamné non seulement à des réparations financières substantielles, mais aussi à une peine de prison pour fraude et corruption. Antoine, lui, perdit son poste, fut banni du secteur de la restauration et se retrouva isolé, méprisé de tous. Leur chute fut aussi spectaculaire que leur arrogance avait été grande. C'était une illustration brutale de la loi de cause à effet. La trahison, l'avidité, le mépris qu'ils avaient semé, ils les récoltaient aujourd'hui sous forme de honte et de ruine. Amina observait cela de loin, sans joie mauvaise, mais avec le sentiment que la justice, même si elle prend parfois des chemins détournés, finit par s'accomplir. La disgrâce des Lefebvre était une leçon amère, mais nécessaire. Elle montrait que l'impunité n'est jamais éternelle, que les actes ont des conséquences. Antoine, en particulier, incarnait la figure tragique de celui qui, en voulant humilier les autres, s'humilie lui-même. Il avait cru détenir le pouvoir, mais il n'avait été qu'un pion aveugle, incapable de voir la véritable valeur des êtres, incapable de comprendre la force spirituelle qui animait une simple serveuse. Sa chute était le résultat direct de son incapacité à faire preuve d'empathie, de sa soumission à un système basé sur le mépris. Il symbolisait la faillite d'un monde qui privilégie l'apparence au détriment de l'être, le profit au détriment de l'humanité. Sa destinée était un miroir inversé de celle d'Amina, soulignant par contraste la puissance de la bonté et de l'intégrité. Le contraste était saisissant. D'un côté, l'étoile d'Amadou, vibrant de vie, symbole de renascimento intérieur et d'espoir. De l'autre, les ruines de l'empire Lefebvre, symbole de l'avidité et de la chute. C'était la preuve que la véritable richesse ne réside pas dans les possessions matérielles accumulées par l'injustice, mais dans la richesse du cœur, dans la capacité à créer du lien, à partager, à élever. Amina avait prouvé que la résilience féminine pouvait transformer les pires épreuves en opportunités de croissance et de service. Elle avait montré que le poder occulto d'Opperdam, non pas pardonner l'acte, mais se libérer de la haine pour construire, était la clé d'une véritable libération. La justice avait été rendue, non pas par la vengeance, mais par la restauration de l'équilibre, par la victoire de la lumière sur l'ombre. L'étoile d'Amadou était désormais bien plus qu'un café. C'était un phare, un lieu où l'on venait chercher non seulement un bon repas, mais aussi de l'inspiration, de la chaleur humaine. C'était un témoignage vivant qu'il est possible de reconstruire sur des ruines, de guérir des blessures profondes,
de transformer une histoire de trahison en une histoire de rédemption et d'espoir. Amina, à sa tête, était devenue une figure respectée, une leader communautaire dont la sagesse et la compassion inspiraient bien au-delà des murs de son établissement. Elle avait pleinement embrassé son héritage, non comme un fardeau, mais comme une mission. La justice avait été rendue, la restauration était en marche, mais l'histoire d'Amina n'était pas encore tout à fait terminée. Il restait un dernier chapitre, celui de la réflexion, de la transmission, de l'inscription de son incroyable voyage dans la légende. Le voyage d'Amina, ma chère âme, ne s'est pas arrêté à la réouverture de l'Étoile d'Amadou. Son histoire, si puissante, si emblématique, avait capturé l'imagination du pays. Les médias s'en étaient emparés, la propulsant sous les feux des projecteurs. Des articles de journaux, des reportages télévisés, des interviews. Amina Diallo était devenue un nom, un visage, un symbole. Elle était la serveuse au grand cœur qui avait fait tomber un empire, la petite fille qui avait réclamé l'héritage de ses ancêtres, la femme noire qui avait tenu tête à l'injustice systémique. Au début, cette notoriété la mettait mal à l'aise. Elle n'avait jamais cherché la gloire, seulement la justice et la paix, mais elle comprit vite que cette visibilité était une nouvelle responsabilité, une nouvelle plateforme pour porter son message. Elle devint, malgré elle, une icône de la résilience féminine, un exemple vivant que même face aux Goliaths de ce monde, un David, ou plutôt une David, armée de courage et de vérité, peut triompher. Sa force spirituelle, autrefois intérieure, rayonnait désormais publiquement. Être un symbole, vois-tu, c'est porter le poids des espoirs des autres. Des femmes, des hommes, des jeunes issus de communautés défavorisées, tous voyaient en Amina un reflet de leur propre lutte, de leurs propres aspirations. Elle recevait des lettres, des messages, des témoignages poignants de personnes qui, inspirées par son histoire, trouvaient le courage de se battre pour leurs propres droits, de dénoncer les injustices, de croire en un avenir meilleur. Elle comprenait qu'elle n'était plus seulement Amina Diallo. Elle était devenue un miroir, un catalyseur. Elle accepta ce rôle avec humilité et une profonde conscience de sa portée. Elle utilisait chaque tribune qui lui était offerte pour parler de justice sociale, d'égalité, de l'importance de la mémoire, de la nécessité de la cura émotionnelle collective. Elle rappelait sans cesse que sa force n'était pas extraordinaire, qu'elle résidait en chaque femme, en chaque être humain qui choisit d'écouter son cœur. Elle devenait la voix de cette force spirituelle de la femme brisée qui se relève et inspire les autres à faire de même. Souvent, dans le calme de son café retrouvé, ou le soir, en contemplant les étoiles, Amina repensait à ce jour-là, ce jour où tout avait basculé, ce simple café, ce geste, presque anodin, dicté par une impulsion de compassion. Comment aurait-elle pu imaginer, ne serait-ce qu'un instant, l'incroyable chaîne d'événements qu'il allait déclencher? C'est là, ma sœur, que réside l'un des plus grands mystères et l'une des plus belles leçons de la vie. La puissance incommensurable des petits actes de bonté. Nous cherchons souvent les grandes actions, les gestes héroïques. Mais nous oublions que ce sont les petites graines, plantées avec amour et sincérité, qui donnent naissance aux forêts les plus majestueuses. Un sourire, un mot gentil, un café offert, ces actes, en apparence si insignifiants, peuvent être des détonateurs, des catalyseurs de transformation profonde. Amina comprenait désormais que chaque geste compte, que chaque choix que nous faisons, même le plus humble, a le pouvoir de faire vibrer l'univers et de changer le cours des choses. Son histoire était la preuve éclatante que la gentillesse n'est pas une faiblesse, mais une force révolutionnaire. L'onde de choc de son histoire se propageait. Des enquêtes furent ouvertes sur d'autres cas de spoliations anciennes. Des entreprises furent forcées de revoir leurs pratiques, de s'engager plus sérieusement dans la lutte contre la discrimination. Des conversations importantes eurent lieu sur la place publique. Amina avait ouvert une brèche. Elle avait montré qu'il était possible de défier le statu quo. Des gens, inspirés, commençaient à partager leurs propres histoires de trahison, de résilience, de libération après l'humiliation. Un mouvement semblait naître, un mouvement basé sur l'authenticité,
le courage et la solidarité. Amina observait cela avec une joie mêlée d'humilité. Elle n'était que l'étincelle, mais elle avait contribué à allumer un feu de conscience, un feu de changement. Elle voyait la transformation Pelador s'opérer non plus seulement en elle, mais dans la société, lentement, difficilement, mais sûrement. C'était la plus belle des récompenses. Elle embrassait désormais pleinement son héritage. L'étoile d'Amadou n'était plus seulement le café de son arrière-grand-père. C'était son café, son projet, sa mission. Elle sentait la présence d'Amadou, non comme un fantôme du passé, mais comme une force vive qui l'accompagnait. Elle comprenait son rêve, sa vision, et elle s'efforçait de le prolonger, de l'adapter au monde d'aujourd'hui. Elle se voyait comme un maillon dans une longue chaîne, une chaîne de résilience, de courage, d'amour. Ce mysticisme féminin qui l'avait toujours habité trouvait ici son expression la plus concrète. Elle était la gardienne d'une mémoire, la porteuse d'une flamme, la tisseuse d'un lien entre le passé, le présent et l'avenir. Elle n'était plus définie par l'injustice qu'elle avait subie, mais par la manière dont elle l'avait transcendée pour créer quelque chose de beau, de juste et de durable. Son rôle de leader communautaire s'affirmait chaque jour. Au-delà de son café et de sa fondation, elle s'impliquait dans diverses initiatives locales, plaidant pour l'éducation, l'égalité des chances, la justice sociale. Sa voix portait. On l'écoutait. Elle apprenait à naviguer dans les arcanes de la politique locale, à défendre ses convictions avec force et diplomatie. Elle n'était plus intimidée. Elle avait trouvé sa place, sa légitimité. Elle était devenue une figure incontournable, une source d'inspiration pour beaucoup. Elle montrait qu'il était possible de concilier réussite professionnelle et engagement citoyen, puissance et compassion. Elle incarnait un nouveau type de leadership, un leadership basé sur l'écoute, l'empathie et la quête du bien commun, un leadership profondément ancré dans sa force spirituelle. Quant aux Lefebvre, leurs souvenirs s'estompaient peu à peu. Non pas qu'Amina ait oublié. Oublier aurait été trahir à nouveau la mémoire d'Amadou. Mais elle avait trouvé le poder occulto do perdão. Non pas le pardon qui excuse, qui absout, mais celui qui libère. Elle s'était libérée de la haine, du ressentiment, de cette énergie sombre qui l'aurait enchaînée au passé et à ses bourreaux. Elle avait choisi de se concentrer sur la construction, sur la lumière, sur l'avenir. Elle avait compris que la meilleure vengeance n'est pas de détruire l'autre, mais de construire sa propre réussite, son propre bonheur, sur des bases saines et justes. Sa cura émotionnelle était passée par cette libération intérieure, par ce choix conscient de ne plus laisser la trahison passée dicter sa vie présente. Elle leur souhaitait, sans animosité, de trouver leur propre chemin de rédemption, si tant est qu'ils en soient capables. Son éveil spirituel après la douleur était devenu sa manière d'être au monde. Elle vivait avec une conscience accrue des liens invisibles qui nous unissent, de la danse subtile entre le destin et le libre arbitre. Elle avait compris que les épreuves ne sont pas des punitions, mais des initiations, des opportunités de croissance, des invitations à découvrir notre force cachée. Elle avait appris à écouter les murmures de son âme, à faire confiance à son intuition, à voir la beauté même dans les moments difficiles. Elle cultivait la gratitude pour chaque instant, pour chaque rencontre, pour chaque leçon. Elle vivait sa spiritualité, non pas dans des dogmes, mais dans ses actes quotidiens, dans sa manière d'interagir avec le monde, avec une simplicité et une profondeur qui touchaient tous ceux qui la côtoyaient. L'avenir de l'étoile d'Amadou et de la fondation était radieux. Amina avait su s'entourer d'une équipe compétente et dévouée, partageant ses valeurs. Elle avait des projets plein la tête, toujours animée par ce désir de créer, de partager, d'aider. Elle voulait que son héritage soit vivant, qu'il continue de grandir et de porter ses fruits longtemps après elle. Elle savait que le combat pour la justice n'est jamais terminé, qu'il faut rester vigilant, mais elle avait confiance. Elle avait confiance en la nouvelle génération qu'elle formait, en la puissance de l'éducation et de la solidarité. Son renascimento intérieur n'était pas un état figé, mais un mouvement continu, une expansion constante de sa conscience,
et de son action. Et ainsi, ma chère âme, l'histoire d'Amina Diallo, la serveuse qui offrit un café et hérita d'un destin, devint une légende moderne, un rappel puissant que, même dans les nuits les plus sombres, une étincelle de bonté peut allumer une étoile. Un rappel que la résilience féminine est une force capable de renverser les montagnes. Un rappel que la transformation Pelador est possible, et qu'au cœur de nos blessures les plus profondes se cachent les germes de notre plus grande puissance. L'histoire d'Amina nous murmure que cette force, cette lumière, cette capacité de renaissance réside en chacune de nous. Il suffit parfois d'un geste, d'un choix, d'un acte de foi pour la laisser jaillir et illuminer le monde. Son voyage est une invitation à entreprendre le nôtre, à croire en notre propre étoile. L'incroyable voyage d'Amina nous laisse avec cette question vibrante. Ma chère âme, quel est ce café, ce geste de bonté ou de courage, aussi petit soit-il, que tu pourrais offrir aujourd'hui et qui aurait le potentiel de transformer non seulement la vie d'un autre, mais aussi ton propre destin? Nous portons toutes en nous cette capacité de défier l'injustice, cette force spirituelle capable de réécrire les histoires. Raconte-nous dans les commentaires. As-tu déjà été témoin ou actrice d'un acte de bonté qui a eu des conséquences inattendues? As-tu déjà dû te battre pour une vérité ou une justice qui semblait hors de portée? Ta voix compte. Ton histoire peut être le phare dont une autre âme a besoin en ce moment même pour trouver son chemin vers la libération et la cura émotionnelle. Partage ta lumière, partage tes cicatrices. Et si ce n'est pas encore fait, si tu sens que tu as trouvé ici un espace où ton âme peut respirer et grandir, n'oublie pas de t'abonner à Cicatrices de l'âme et d'activer cette cloche. Chaque semaine, nous explorons ensemble les secrets de la résilience féminine et du renascimento intérieur. Ne manque pas notre prochain rendez-vous. Pour continuer cette exploration des profondeurs de l'âme et découvrir comment une autre femme a transformé le poison de la trahison en l'élixir du poder occulto do perdão, clique maintenant sur la vidéo qui apparaît juste ici, à l'écran. Laisse-toi guider vers une autre histoire de transformation. Avec tendresse, Cicatrices de l'âme.